particulièrement à remercier Léonore Lavoine, qui est doctorante à Grenoble École de Management et qui est chargée de mission à la fédération, qui a été, la véritable chef d'orchestre du rendez-vous, et qui va assurer, la co-animation de la session de ce soir avec moi. Merci aussi à Clara, Manon, Lucie, Sandrine et à toutes les personnes qui ont contribué sur, différents volets. Alors, si j'en viens maintenant sur pourquoi on a souhaité finalement aborder cette question, de l'éco-anxiété. Alors on sait, aujourd'hui, qu'il faut aller beaucoup plus loin finalement dans la montée en charge, des enseignements en faveur de la soutenabilité et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, au sein de Grenoble École Management, par exemple, avec le développement d'un module, sur les enjeux de soutenabilité qui s'adresse à 4 000 étudiants. Mais on voit bien que prendre conscience, des crises dans lesquelles on est, hein, que ce soit, le dépassement des limites planétaires, 6 qui sont dépassées, des effets en chaîne qui sont liés au dépassement de ces limites, des inégalités qui sont persistantes et galopantes à différents niveaux, de l'asymétrie des rapports de force en présence, de l'instabilité, globale du système économique actuel. Tout ça, ça peut quand même générer, pas mal, de sentiments difficiles, à gérer et on peut réunir finalement ces sentiments-là derrière, le vocable, d'éco-anxiété. Toutefois, on voit que c'est pas évident, de se saisir de cette notion d'éco-anxiété, et que quand on essaie de mobiliser ce vocable, on s'interroge sur ce qui relève de l'échelle individuelle, de la conscientisation des enjeux, par exemple, mais aussi, de ce qui relève de l'échelle collective, de la mise en action. Et c'est pour toutes ces raisons qu'en fait, sans être expert, de cette thématique, on a décidé, collectivement, comme acteurs de l'éducation formelle, de l'éducation informelle, de nous saisir de cet enjeu, qui est un enjeu difficile, en partant, en fait, du constat que la connaissance, elle est un peu à double face. Elle est à la fois indispensable et elle peut, en même temps accroître les émotions difficiles, mais elle peut aussi diminuer l'anxiété en permettant de mieux comprendre les problèmes et les menaces auxquelles on fait face aujourd'hui et en nourrissant, notre pouvoir d'agir à l'échelle collective, sur les territoires et au-delà. Alors, pour, justement réfléchir avec nous sur cette question, de l'éco-anxiété, on a le plaisir d'accueillir ce soir, 5 intervenants qui vont nous parler finalement aux différents endroits où ils sont et dont finalement les apports vont être, chacun complémentaires. On a le plaisir d'accueillir déjà Benjamin Maudoui, qui est responsable plaidoyer à la fédération, Léo Lagrange. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais, oui, je sais Bonsoir. pas, je pense, mais... S'il vous plaît, pour le micro. Ouais. Ou je vais passer pour 30 minutes. D'autre part, Lisa Crépieux, qui est étudiante à Grenoble École de Management. Merci beaucoup Lisa d'être avec nous ce soir. On a autour de la table également Jacqueline Rosebrook-Collignon, qui est responsable du pôle Sustainability à Grenoble École de Management. On a Sandrine Plâtre également, qui est directrice du programme Carbone solaire, France à la Fédération Léo Lagrange. Et puis, on a aussi le plaisir d'accueillir Réa Rock, qui est chercheuse et professeure de psychologie à l'Université de Boniface au Canada, donc qui n'est pas exactement sur le même fuseau horaire que nous. Donc, un grand merci à tous et toutes d'avoir accepté d'intervenir dans cette session. La table ronde, elle va être divisée vraiment en 2 grands moments. On va avoir un premier moment où on va d'abord chercher à mieux comprendre les enjeux, que soulève en fait cette question de l'éco-anxiété et puis le deuxième moment de la table ronde, il visera vraiment à aller sur la question de comment, on y fait face. Suite à ces 2 temps, on aura un temps de discussion, qui suivra, donc n'hésitez pas, d'ici ce temps de discussion, à déjà rassembler vos questions dans le volet conversation. Nous, on va suivre vos questions et on les posera, lors de ce temps final, de discussion. Je rappelle de bien penser à couper les micros, afin effectivement de permettre un échange le plus fluide, possible.
Et du coup, pour démarrer, la première partie de cette table ronde, je vais donner la main à Éléonore, qui va, directement, comment introduire cette table ronde, notamment avec un petit quiz pour savoir un petit peu où chacun d'entre nous en est déjà, sur ce sujet-là. Tout à fait, merci Fiona. Donc effectivement, pour permettre à nos intervenants aussi de mieux savoir où vous en êtes et comment vous vous situez sur cette question-là, on a prévu 3 petites questions assez rapides qui vont nécessiter de se connecter. Alors Éléonore, on t'a perdu. Oui. Alors voilà, désolée. Donc vous pouvez vous connecter sur le site slido.com, vous rentrez ce code et ça va vous permettre de répondre aux différentes petites questions qu'on a préparées et qui permettront alors notamment à notre chercheuse Réa Rock d'en savoir un peu plus sur notre public. On va essayer de faire ça rapidement. Reste 2-3 petites minutes. Ah. Bonjour à vous. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Pas de souci. Parfait, voilà. Un peu non. Hop, alors je vais passer. Hop, donc sur notre première question, on était à peu près à 2/3 de nos qui se sentaient effectivement éco-anxieux et on passe du coup à l'autre question sur le fait d'avoir fait face ou non à des jeunes éco-anxieux, qui est un peu le deuxième volet de notre. Tout à l'heure. OK. Ben, hop. Je vais, clôturer ce petit sondage. Donc, à nos intervenants, comme vous voyez, on a, dans les 2 cas, à peu près, 2/3 de personnes pour qui ça fait partie d'une situation qu'ils ont déjà rencontrée ou alors qui. Mais c'est pas si net, donc ça va nous permettre de justement montrer que, nos intervenants vont pouvoir témoigner du fait que c'est une situation, l'éco-anxiété qui est pas si simple à appréhender, sur lesquelles on bénéficiera des apports de Réa, de façon, très bénéfique. Alors, donc je vais tout d'abord passer la parole à Benjamin Mauduit. Donc vous êtes porteur, au sein de la fédération Léo Lagrange, qui est un acteur de l'éducation populaire, une marge de réflexion sur les enjeux de jeunesse, et de droit au bonheur, dans le cadre de vos fonctions en termes de chargé de plaidoyer. Et on souhaitait vous entendre pendant quelques minutes, sur, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, la place que prend la question du rapport à la crise environnementale, aux transitions à venir quand on est une organisation d'éducation informelle, et sur les questions notamment que ça pose, pour une organisation, comme celle de la fédération Léo Lagrange? Aïe, c'est donc à moi d'ouvrir. Bon, C'est bonjour ça. à toutes, bonjour à tous.
Donc, Benjamin Mauduit, je suis responsable de plaidoyer et des relations extérieures à la Fédération Léo-Lagrange. Donc, la Fédération Léo-Lagrange est née en 1950. C'est l'impulsion de jeunesse à l'époque, conduite par Pierre Mauroy, et en hommage à Léo Lagrange, qui était lui-même secrétaire d'État au loisir pendant le Front populaire. Mon rôle en tant que responsable des plaidoyers, c'est déjà au sein de notre fédération de réinterroger toujours le sens de nos actions et puis de le faire connaître et de le mettre toujours en débat. Sur l'éco-anxiété, moi, je ne vais pas donner de définition magique parce que je ne suis pas spécialiste de la question. J'ai moi-même été, quand Éléonore m'a très gentiment proposé d'intervenir, j'étais face à une nébuleuse. J'ai écouté nombre de podcasts, consulté nombre de sites internet. Je vais plutôt vous partager, moi, mes interrogations en termes d'enjeux éducatifs. Donc déjà, cette question d'éco-anxiété pour une fédération d'éducation populaire comme la nôtre, ça pose 2 enjeux principaux. D'un côté, la question de l'urgence écologique. Et puis de l'autre côté, alors je vais parler beaucoup de jeunesse, parce qu'en ce moment, on a remis un peu la jeunesse au centre de la table, mais parce que quand on parle de transmission, d'éducation, ben, voilà, les jeunes sont un peu au milieu, au centre, même si j'ai bien compris que l'éco-anxiété, ça ne concernait pas exclusivement la jeunesse. Mais d'un côté, donc, pardon, la question d'urgence écologique, et puis de l'autre côté, le bien-être des jeunes et la prise en compte de leurs émotions dans la relation éducative. Alors, déjà, moi, j'ai quelques mises en garde, en tout cas, j'en pose. Parce que montrer du doigt l'anxiété actuelle, notamment des jeunes vis-à-vis du péril climatique environnemental, bah, ça doit poser quand même plus généralement le regard de la société sur les jeunes depuis à peu près toujours. Parce qu'à partir de la fin des années 70, après le choc pétrolier, on n'a pas cessé depuis de parler de génération sacrifiée. On a parlé de génération précaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a parlé des années SIDA? Est-ce qu'on a le recul nécessaire aujourd'hui pour déterminer si vraiment la jeunesse d'aujourd'hui est plus anxieuse que celle des générations précédentes? Alors, comme je vous disais, pas sûr que les années SIDA, pas sûr que le chômage de masse ait été des années moins dures à vivre pour les cohortes générationnelles précédentes, et on est toujours enfermé dans une forme de relativisme. C'est là où ce concept d'éco-anxiété ne doit pas devenir un concept anxiogène. Tout à l'heure, quand Léonore, tu nous as posé la question, est-ce que vous êtes éco-anxieux? Tout de suite, je me dis, mais j'ai eu l'impression tout de suite que si je disais que je n'étais pas éco-anxieux, j'allais culpabiliser et tout de suite me sentir moins responsable. Une forme de paradoxe dans ce concept, une forme d'oxymore. À la fois, on a l'impression que plus on est lucide, plus on prend conscience de l'ampleur du désastre qui est devant nous, plus on est immobilisé, plus on est anxieux. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois plusieurs scénarios. On a à la fois une jeunesse radicalisée, on l'a vu ce week-end, hein, les Césars, le salon de l'agriculture d'un côté, une jeunesse plutôt éduquée. Et je vois aussi une jeunesse qu'on voit peut-être moins, plus aquaboniste. Vous savez, l'aquabonisme, c'est dire, bon, à quoi bon? À quoi bon? Et qui, quelque part, continue à vivre ordinairement, voire se dire, bah, avant que ça soit la fin du monde, allons-y, cramons-le, quoi. Donc, il y a une espèce de... Il y a toujours du consumérisme. C'est pour ça qu'il y a une forme de mirage quand on parle, à mon sens, de génération climat. Alors, je ne dédouane pas du fait qu'il n'y ait pas d'urgence. Forcément qu'il y en a une urgence écologique. Il y a aussi cette urgence du bien-être des jeunes. Si on croise les dernières enquêtes jeunesse, à la fois, je pense à les enquêtes santé, je pense aussi à la Fondation Jean Jaurès, il y a une majorité des jeunes en France, alors c'est une légère majorité, qui se dit toujours heureux à titre individuel, mais on s'aperçoit qu'elle est fragilisée d'un point de vue psychique, notamment depuis la crise sanitaire. La dernière étude sur l'économie de la flemme de la Fondation Jean Jaurès fait apparaître que les larmes aujourd'hui viennent très facilement, beaucoup plus facilement avant, aux yeux des jeunes Français. Ça, c'est un indice plutôt intéressant. Il y a une fragilité émotionnelle qui est en place, qui est présente. Alors, pour revenir à la Fédération Léo Lagrange, elle est née dans un mouvement de jeunesse, comme je vous le disais, et dans son dernier manifeste, elle parle de cette urgence écologique au premier plan. Pour faire face à la crise, l'éducation populaire doit s'impliquer dans l'instauration d'un nouveau rapport à la nature, raisonné, modeste, équilibré, interdépendant. Là, je cite le texte. Et pour paraphraser encore notre projet éducatif, pour comprendre et changer le monde, il faut qu'on montre notre détermination à poursuivre notre mission émancipatrice dans une société en pleine mutation. Donc là, la Fédération Léo Lagrange, aujourd'hui, elle est complètement attentive à ces questions-là, aux enjeux écologiques, mais aussi à la fragilisation de cette jeunesse. Et un de nos ressorts, je vais en reparler un peu après, c'est les progrès notamment en neurosciences, notamment sur la lecture des émotions. Et ça, je pense que c'est le principal levier sur lequel on doit s'appuyer pour que l'éco-anxiété, ce concept, ne soit pas anxiogène dans notre approche, mais au contraire plutôt libérateur.
c'est s'appuyer sur les travaux de Catherine Guéguin, par exemple, qui a beaucoup parlé, d'un point de vue neuroscientifique, a prouvé que toute forme de maltraitance, parce que pour moi, l'éco-anxiété, c'est certes le péril écologique, mais c'est aussi l'éco-anxiété, c'est l'environnement direct de celui dans lequel on vit au quotidien. Toute forme de maltraitance émotionnelle a un impact sur l'épanouissement et sur l'éducation de tout à chacun. C'est une nouvelle forme d'inégalité entre les êtres. Euh, alors, je ne vais pas vous décliner les programmes qu'on a à la Fédération Léo Lagrange. En plus, Sandrine, ma collègue, va vous parler après du programme, un de nos programmes phares, qui est le carbone scolaire, mais je peux quand même aborder cette question des soft skills, des compétences émotionnelles, psychosociales sur lesquelles on s'appuie de plus en plus, à la fois du côté de nos professionnels, puisqu'on travaille beaucoup à des guides aujourd'hui de posture éducative, mais aussi sur des programmes parfois inattendus. Je pense au Petit Citoyen, qui est un programme qui travaille beaucoup en ce moment sur la question des toilettes à l'école, qui est normalement le lieu hygiénique d'épanouissement de chacun, et qui est un lieu aujourd'hui qui est mal vécu par les élèves. Ça, c'est un enjeu intéressant. Alors, c'est pas les grands gestes, hein. Là, on est au niveau des petits gestes, mais je pense que les petits gestes, c'est déjà quelque chose. Et puis, je voulais terminer juste pour vous dire que, justement, l'aspiration du bien-être au quotidien, ça fait partie de notre ADN éducatif dans l'éducation populaire, parce que nous, on aime beaucoup aussi l'éducation hors les murs, hors de la classe. Et je pense que le sport fait partie aussi, les activités physiques font partie de la recette. Je pense aussi à l'aspiration au travail des jeunes aujourd'hui, du bien-être au travail. Donc, une fédération comme la nôtre doit s'interroger sur nos manières, nos modes de management aussi. Je sais qu'on a un groupe aujourd'hui qui s'est forgé sur la question de l'écologie au travail. Donc voilà, ça traverse partout, à la fois nos usagers, nos bénéficiaires, nos bénévoles, mais aussi nos salariés. Et puis, je voudrais finir sur une dernière notion. Moi, je pense que pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut revenir aussi à une forme d'utopie, et qui est celle de notre héritage qui remonte au Front populaire, c'est la question du bonheur et du bien-être. Le bonheur, aspirer à un bonheur collectif. Alors, je ne dis pas ça, je ne fais pas du développement personnel hein, quand je dis ça, mais on voit que ça revient en ce moment. Que finalement, dans une société où du clash, une société des fractures intergénérationnelles notamment, bah, cette question du bonheur durable, elle est, en tout cas, elle est au centre de nos préoccupations et de la démarche de plaidoyer qu'on vient de lancer, de démarche de consultation, en amont de notre congrès l'année prochaine. Voilà. Donc j'ai suscité plus d'interrogations que j'ai apporté de réponses. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. C'était justement, en tout cas, le but de soulever un certain nombre d'interrogations. Enfin, enfin, soulever, pour continuer à j'aime, qui s'appelle Lisa Crépieux, qui a accepté justement aussi de venir relayer un certain... Oui. On t'entend très, très, très mal, en Ouais. fait. Du coup, je vais peut-être, donner la main parce que je pense que là, sur la transition, tu as pas trop entendu. Merci beaucoup. C'est vrai que l'enjeu des 2 premiers témoignages, c'était plus de soulever tout un tas d'interrogations dont Réa Roch, qui est un peu notre spécialiste de la soirée, va pouvoir se ressaisir justement dans un temps, d'apport qui va suivre. Et du coup, avant de lui proposer de prendre la parole à Réa, qui est chercheuse en psychologie, ça nous semblait important d'apporter des éléments sur l'éco-anxiété et sur aussi le vécu qu'on peut avoir autour de ces sentiments qui peuvent parfois être compliqués. Et on souhaitait donner la parole à une étudiante de Grenoble École de Management sur le sujet. C'est une étudiante de l'association Impact, Lisa, pour qu'elle puisse nous donner notamment quelques éléments de questionnement qui puissent être relayés ensuite auprès de Réa. Donc, Lisa, si ça te va, je te laisse la parole pour quelques minutes sur les questionnements qui peuvent te traverser en lien avec la thématique de ce soir. Bonjour à tous. Déjà, merci de me recevoir. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est vrai que moi, je me considère comme écologiste par mes engagements. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se définir aussi comme éco-anxieuse parce que je trouve que c'est encore pire, entre guillemets, que d'être, entre guillemets, écolo aujourd'hui, parce que c'est dur.
Donc dire qu'on est écolo et qu'en plus c'est stressant au quotidien, bah, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je me définis pas vraiment comme éco-anxieuse et que je me considère plus comme simplement intéressée et soucieuse du bien-être environnemental en règle générale. Mais donc, c'est compliqué parce que, bah, en fait, c'est une préoccupation. L'écologie, en règle générale, c'est quand ça nous préoccupe, c'est vraiment... en fait, c'est au quotidien. Moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est voir... ce qui préoccupe le plus, j'ai l'impression, c'est vraiment voir que, en fait... justement, c'est une préoccupation qui n'est pas partagée et qui est donc compliquée à assumer de s'en préoccuper et de voir que finalement les actions autour, c'est pas du tout suffisant et qu'on est là, qu'on est un peu les seuls à être lucides, comme disait Benjamin justement. Et donc voilà, et moi je suis en école de commerce et je ne sais pas vers où m'orienter en termes de carrière, je ne sais pas par où prendre le problème. J'ai l'impression que c'est très complexe pour le résoudre de manière individuelle et qu'on n'y arrivera pas individuellement. Et pour autant, la prise de conscience, elle est pas là. Et effectivement, moi, la génération climat, je la cherche et en école de commerce, je la cherche encore plus. Et c'est juste dans l'environnement autour, des fois, on est déprimé parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge autour. Donc, c'est compliqué et j'espère avoir des réponses grâce à cette conférence. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions, Lisa. Je pense que c'est important vraiment qu'on se saisisse de ça. Du coup, je vais donner directement la main à Réa pour se ressaisir déjà des premiers questionnements qui ont pu émerger, que ce soit ceux qu'a mis au jour Lisa ou Benjamin, et aussi pour nous donner quelques points de repère tant attendus sur la notion d'éco-anxiété et de comment s'en saisir pour les professionnels de l'éducation. Parce qu'on voit bien qu'on a pris aujourd'hui l'angle de la jeunesse, mais c'est quand même une question qui est transverse et intergénérationnelle. Donc Réa, si ça vous convient, je vous laisse la main. Je ne sais pas si vous préférez partager vos PowerPoint ou si Éléonore, tu t'en charges. Oui, est-ce que ça fonctionne? Parfaitement bien. OK, super. Malheureusement, je vous ai perdu, donc si jamais il y a des questions, commentaires, tout ça, on peut s'en reparler après. Mais donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps d'être ici et de partager ces réflexions et ces questionnements. J'avoue que, juste pour donner un peu de contexte, mon domaine de recherche, c'est en psychologie des changements climatiques. Donc, je me suis beaucoup intéressée à comment on vit cette expérience d'éco-anxiété et comment on peut trouver des stratégies qui vont nous aider à y faire face et à s'adapter pour pouvoir fonctionner. On parlait de bien-être, mais aussi pour rester engagé avec cette crise. Donc, c'est seulement quelques années après avoir développé ce domaine de recherche que j'ai commencé à enseigner au niveau universitaire. Et j'enseignais évidemment la psychologie des changements climatiques. Et donc, je me retrouvais face à beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas vraiment capables de s'engager avec la matière en raison de ces émotions. Donc, c'est là où j'ai décidé d'adapter un peu le domaine de la psychologie en collaboration avec des collègues en sciences de l'éducation pour développer des stratégies concrètes que les enseignants, les éducateurs peuvent utiliser lorsqu'ils vont aborder le sujet des changements climatiques. Mais quand je parle des changements climatiques, vraiment tout ce qui est lié à ça, les crises sociales, etc. Vraiment tout. Donc, vous pouvez garder ceci en tête quand on en discute. Donc, peut-être quelques petites notions qui sont bien entendues. Première chose qu'il faut dire, c'est que dans le domaine de l'éco-anxiété, évidemment, il y a grande divergence de perspectives. Donc, ce que je vous présente ici aujourd'hui, ce sont évidemment, je fais des choix et ce sont des notions que je suis venue à adhérer avec le temps. Donc, la première chose que je mentionnerais par rapport à l'éco-anxiété, c'est qu'il y en a beaucoup pour qui, et on l'a vu un peu dans le sondage, on entend éco-anxiété et on se dit « Ah, ça colle pas tout à fait à mon expérience » et on peut devenir un peu réticent à se dire éco-anxieux ou non. Moi, je préfère de parler d'une expérience, donc on ne se définit pas
en fonction de nos émotions, mais chaque personne va vivre différentes émotions à différents moments. Mais donc, si vous préférez le terme éco-émotion, c'est un terme que je préfère aussi utiliser de plus en plus. Je trouve que c'est un terme plus englobant. Par contre, beaucoup de chercheurs en éco-anxiété ont fait un virage vers l'élargissement de la définition d'éco-anxiété. Donc ici, on a Panu Pikala, qui est un chercheur finlandais, qui propose que l'éco-anxiété, en fait, se référait simplement à une grande famille d'émotions et d'états mentaux difficiles qui sont significativement liés aux problèmes environnementaux. Ça peut être de façon générale, ça peut être un enjeu spécifique. Par exemple, les feux de forêt, les glissements de terrain, etc., tous les événements extrêmes, ou tout simplement quand on pense de façon générale à la crise climatique. Comme je disais, éco-émotion, ça peut être un terme qui est plus englobant. Par contre, quand on travaille avec des jeunes, c'est vrai que beaucoup de jeunes vont rapporter un type d'éco-émotion lié à l'anxiété plus souvent, qui est tout à fait normal parce que c'est quoi l'anxiété? C'est une émotion qui est orientée vers l'avenir. Donc, ce serait cette idée que l'avenir est fragilisé. Donc, ça peut mener à de l'anxiété. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que quand on commence notre démarche d'exploration d'émotions en lien avec les problèmes environnementaux, ce qui importe, c'est de trouver une étiquette, une terminologie qui nous convient pour faire sens de ces émotions, parce que c'est vraiment la première étape pour pouvoir s'y adapter. Donc, je voulais juste vous proposer ici une taxonomie, encore une fois, par Panu Pikala, qui propose qu'il y aurait en fait une panoplie d'éco-émotions, que ce ne serait pas juste de l'anxiété. Ici, c'est vraiment des familles d'émotions. Donc, évidemment, à l'intérieur de chaque famille, il y a différentes terminologies qu'on pourrait utiliser, mais on voit ici qu'on peut ressentir de la tristesse, de la culpabilité. Souvent, on va voir de la culpabilité chez les générations un peu plus âgées, de la colère, de l'hostilité, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand on utilise le terme éco-émotion, ça laisse aussi de la place pour vivre des émotions positives. Et on va voir que de cultiver ces émotions positives, c'est une des façons les plus importantes à gérer notre anxiété ou nos émotions plus difficiles sur le long terme. Peut-être quelques petites notions ici, ça a été mentionné, merci beaucoup par les deux intervenants d'avant. Donc, l'idée avec les éco-émotions en contexte éducatif, c'est que c'est un immense défi pour les éducateurs parce que nécessairement, quand on prend connaissance de la crise climatique ou des problèmes environnementaux de façon plus large, ça va faire émerger des émotions difficiles chez les gens. Et ce qu'on sait de ces émotions, c'est qu'elles sont tout à fait normales, adaptatives et rationnelles. Donc, c'est vraiment un défi de taille pour les éducateurs parce qu'on veut sensibiliser la jeunesse, les jeunes, mais il faut aussi être capable de les équiper parce que ce qu'on voit en fait en psychologie, ce qu'on démontre souvent, c'est qu'il y aurait une relation curvilinéaire, donc en U inversé, entre l'anxiété et l'engagement. Et cette relation est vraie pour beaucoup de différentes variables, mais ici, on va l'appliquer avec l'anxiété en lien avec le climat et l'engagement en lien avec le climat. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on a une trop faible anxiété ou une anxiété trop élevée, ça nous désengage complètement du sujet. Donc, quand c'est trop faible, c'est là où on voit peut-être cette attitude à quoi bon ou vraiment... on a l'impression que les jeunes s'en foutent peut-être un peu. J'entends souvent ça chez les éducateurs ici. Et quand on a une anxiété bien trop élevée, c'est là où ça peut nous paralyser et on peut plutôt privilégier des stratégies comme le déni parce que c'est juste trop, on ne sait pas quoi faire pour la gérer et vivre ses émotions. Donc, ce qu'on essaierait de faire en tant qu'éducateur, c'est amener nos élèves, nos étudiants, nos jeunes à vivre un niveau d'anxiété modéré qui est lié à un engagement plus élevé. Mais pour vivre cette anxiété modérée, il faut être capable de la réguler pour pas que ça devienne trop preneur et accablant. Juste des petits chiffres ici pour illustrer cette réalité. Ce sont des recherches très récentes. Ici, ce sont des recherches canadiennes. Donc, peut-être que les gens en France pourront contextualiser davantage, mais les recherches 2022-2023 proposent qu'entre 15 et 20% des jeunes sondés, donc ici, ce sont des jeunes de 12 à 17 ans, rapportent que leurs sentiments d'éco-anxiété ou éco-émotion ont un impact sur leur fonctionnement quotidien. Et c'est là où on voit que ça commence à être problématique. On veut que ces jeunes soient engagés, mais on voit que leurs émotions difficiles liées au climat vont avoir un impact sur le fonctionnement quotidien, ce qui relève un peu, comme on mentionnait, ce gros problème général de bien-être chez les jeunes.
quand on parle d'éco-anxiété ou d'éco-émotion, il faut le voir sur un continuum, bien sûr. Donc, chaque personne peut être placée à différents endroits sur le continuum, dépendamment de comment on se sent, dépendamment de nos expériences quotidiennes, etc. Donc, on voit qu'à un bout, il y a la faible intensité, donc il y aurait un faible impact sur la santé mentale. Et à l'autre extrême, on aurait cette forte intensité, cet impact important sur la santé mentale. Quand on demande aux jeunes quels sont ces impacts, les jeunes vont discuter d'un impact sur le fonctionnement quotidien des jeunes en lien avec ce qui est, par exemple, performance à l'école, donc tout ce qui est sommeil, concentration, même les activités qui nous apportaient de la joie auparavant. Il va y avoir un impact sur les relations interpersonnelles. Souvent, on va mentionner l'isolement. On a l'impression que nos amis, nos proches ne comprennent pas, prennent pas nos craintes au sérieux, donc on va s'isoler. Ou qu'on parle trop des changements climatiques et ça énerve les autres, par exemple. On a aussi des impacts sur la santé physique, donc les jeunes vont somatiser cette anxiété-là qui va être vécue comme des maux de ventre, des maux de tête, etc. Et ce qui est important à mentionner, c'est que ça peut même mener à des crises de panique et un besoin de consulter des professionnels de la santé. Ce qui est difficile avec ceci, puis je veux juste mentionner, c'est que ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui sont équipés pour soutenir les jeunes qui vivent de l'éco-anxiété et qui consultent pour ces raisons-là. Donc, il faut faire bien attention, de ne pas se décourager si on essaie de consulter et le professionnel de la santé n'est pas adéquat pour nos besoins. Il faut continuer à chercher parce qu'on se souvient que les professionnels de la santé, qui sont-ils? Ce sont des personnes comme vous et moi, et les données démontrent bien, en fait, du moins au Canada, je devine qu'en France, c'est peut-être un peu similaire, que c'est pas nécessairement tout le monde qui ont des bonnes connaissances quand ça vient à la crise climatique. Donc, il faut faire attention de ne pas essayer d'aider aux jeunes de rationaliser l'expérience, etc., parce qu'en fait, ces émotions sont très rationnelles. Donc, ce serait tout pour ce petit bout sur l'éco-anxiété. Je vais juste mettre fin. Est-ce que l'écran a arrêté de partager? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, Réa. C'était très éclairant. Je garde déjà quelques petites perles pour la discussion suivante parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui éclairent et qui montrent qu'effectivement, on a besoin de choisir aussi les étiquettes qui nous conviennent et qu'il y a un enjeu justement pour l'engagement collectif à bien penser aussi ce niveau individuel alors que souvent, on a aussi tendance à confronter en fait l'un à l'autre. Donc ça me permet de passer en fait à la deuxième partie de ce rendez-vous qui va être plutôt sur comment on y fait face. Et comment on y fait face, on voit que ça renvoie quand même directement à ce lien entre l'individuel et le collectif et à l'engagement justement que Réa a bien mentionné. Donc pour justement parler de cet engagement, de qu'est-ce qu'on peut faire, on va ici entendre deux personnes, Sandrine Plâtre dans un premier temps, puis Jacqueline Rosebrook. Donc, Sandrine Plâtre, qui est en charge effectivement du programme d'éducation à l'environnement de la Fédération Léo Lagrange, qui s'appelle Carbone scolaire, et qui déploie son action auprès des enfants. Donc là, on va commencer par un public plus jeune, et puis avec Jacqueline, on ira sur un public qui sera plus un public étudiant. Sandrine, si c'est bon pour vous, je vous laisse la main pour quelques minutes afin justement de partager avec nous ce programme Carbone scolaire. Ok, donc je suis directrice effectivement du programme Carbone scolaire pour la Fédération Léo Lagrange, programme qui vient du Québec. On a signé un partenariat avec une coopérative, la COPEFA, qui est à Québec. Ce qui nous a particulièrement intéressé sur ce programme, Benjamin l'a dit tout à l'heure, c'était inscrit dans notre manifeste lors de notre dernier congrès, c'était l'éducation non formelle et l'éducation sur l'éducation à l'environnement avec une tranche d'âge de 9-12 ans, donc on est plutôt sur des CM1, CM2. Donc, c'est un programme où on va être dans la classe, enfin, je vais vous détailler très très rapidement, on va être dans la classe sur 5 ateliers. Le programme, c'est vraiment de faire comprendre aux enfants les causes et conséquences des changements climatiques et puis d'aborder évidemment des thématiques liées à la quantité de gaz à effet de serre dans notre consommation, dans la façon dont on va manger, s'habiller, dans la façon dont on va se déplacer pour aller par exemple à l'école, etc. Ce qui est intéressant sur Carbone scolaire, c'est effectivement le passage de cette mobilisation, enfin de sensibilisation à l'éducation à l'environnement
à la mobilisation par l'adaptation de nouvelles habitudes dans la cellule familiale. C'est ce qui nous a particulièrement intéressés. On a effectivement une partie de sensibilisation dans la classe, mais les parents sont aussi investis puisqu'ils ont la possibilité de réaliser des défis en famille et ces défis vont être quantifiés par une réduction de gaz à effet de serre. Dans ce que j'ai entendu, je note plusieurs choses. Alors, nous, l'éco-anxiété, là, sur ce programme, sur le premier atelier, en tous les cas, on a 2 petites vidéos où on démarre. Une vidéo qui est plus ou moins négative et une positive. Sur la négative, on voit bien, tout à l'heure, Réa, vous évoquiez un peu des émotions. Eh ben, on voit, nous, en passant cette vidéo, des émotions de tristesse, de colère, avec, par exemple, des animaux qu'on voit plus aujourd'hui, qui vont tendance à disparaître, voilà. Mais tout de suite derrière, on a un film positif et c'est ça qu'on retient du programme. C'est effectivement de rester positif. L'idée n'étant pas d'avoir de la culpabilité ou d'amener de la culpabilité dans les foyers ou dans les familles, mais plutôt de se dire que j'ai conscience que chaque petit geste peut compter. En tous les cas, c'est le slogan qu'on a un peu sur le programme. Et puis, aussi cette conscience du pouvoir collectif. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, de dire que par la mobilisation, effectivement, et la réalisation de défis, on va avoir à la fin des ateliers dans la classe la quantité de gaz à effet de serre par les élèves et leurs familles. Mais du coup, nous, c'est une quantité qui représente, qui est donnée pour l'ensemble de la classe. Et ça, c'est important aussi. On est vraiment sur le pouvoir collectif, même si effectivement les défis sont réalisés dans les familles. Ce qui nous a, juste rapidement aussi, mais du coup, à travers ce programme, en tous les cas, l'enfant apprend à faire face à la complexité de ces changements climatiques en usant de créativité et d'engagement. Ils vont être amenés sur le dernier atelier à trouver des solutions. Ils vont travailler sur des petites capsules vidéo. Donc je trouve qu'on démarre en tous les cas la sensibilisation en abordant tous les contenus et tout ce qui peut se passer. Globalement, on a quand même des très bonnes surprises sur les solutions proposées par les enfants. Donc, je réinsiste juste sur le programme Carbone scolaire. C'est vraiment un programme ludique et positif dans la pédagogie, en tous les cas, qui est proposé aux enfants pour mieux comprendre les causes et conséquences des changements climatiques. Merci beaucoup Sandrine pour votre enthousiasme qui est aussi communicatif. On va passer sur un deuxième programme qui a plutôt à son démarrage et il y a aussi une ambition ici de transmettre de plus en plus de contenu sur ces enjeux-là en se disant comment on accompagne justement cette transmission, comment on adopte aussi la bonne posture pédagogique quand on veut développer effectivement ce type de message. Donc on a alors, au sein de GEM, une équipe qui est effectivement en train de développer un parcours sur cette thématique de l'éco-anxiété, à la fois à destination des étudiants et des enseignants. Et on a autour de la table Jacqueline Rosebrook qui va nous en dire un petit peu plus. Donc Jacqueline, si ça te va, je te laisse la main pour nous expliquer en quelques minutes en quoi consiste ce programme dont ce rendez-vous signe en quelque sorte un peu le démarrage. D'accord. Merci beaucoup. Merci Fiona et merci à tous les intervenants qui ont bien posé le contexte actuel et ont démontré un peu les existants autour de ces questions d'éco-anxiété. Juste pour donner le contexte et le constat autour duquel on commence à mettre en place ces ateliers. À GEM, on travaille beaucoup sur la sensibilisation, l'intégration de ces sujets transverses dans les enseignements global, mais au pôle Sustainability, on a aussi développé ce qu'on appelle des Open Badge Sustainability Think et Act. Et dans ces dispositifs, il y a beaucoup des ateliers de sensibilisation, d'action, d'apprentissage, que ce soit la fresque du climat, les fresques de diversité. Et on a constaté notamment, surtout le déploiement, quand on a des gens qui sont déjà convaincus, ils ont déjà fait face à cette anxiété. Mais on a vu souvent à la fin par exemple, les fresques du climat, et Réa, elle a beaucoup parlé de la taxonomie des émotions.
on fait un exercice où il y a beaucoup de travail autour de ces émotions qui sont suscitées. Et beaucoup des étudiants, surtout dans une école de commerce, ne savent pas quoi faire. On finit avec des petits gestes qui ne relient pas au collectif. Ils pensent qu'éteindre la lumière, ça va te suffire. Et puis, quand ils se rendent compte avec la fresque du climat et quand ils commencent à vraiment bien comprendre des enjeux, ils se rendent compte que le recyclage et tout ce qu'ils ont appris à faire dans leur jeunesse est insuffisant. Donc, ça génère beaucoup d'émotions. Il y avait un autre constat aussi qui est beaucoup plus personnel dans ma vie. Moi, je vois aussi l'éducation des enfants maintenant, que ça soit avec Léo Lagrange ou même dans les écoles. Ma fille qui est au collège, elle revient à la maison, elle me dit: «De toute façon, maman, tout est foutu». Et ça m'a bouleversée aussi. Donc, quand j'ai vu des collègues, parce qu'on a co-construit cet atelier qu'on va déployer le 2 mars pour la première fois, qui ferait partie de toute cette panoplie des activités qu'on propose à nos étudiants en dehors de leurs cours pour alimenter leurs connaissances et leurs compétences autour de la transition écologique et sociétale. On a commencé à dialoguer avec des experts, des éco-psychologues, des universitaires et aussi des spécialistes de la transition, de l'accompagnement de la transition, et qu'ils avaient vachement envie de travailler avec nous pour développer un programme qui vont tester ici à GEM. Donc, ça va commencer, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, et il y a un premier atelier pour les étudiants. Ça a été décidé aussi de séparer les étudiants, parce que d'habitude, on fait avec les collaborateurs et les étudiants beaucoup de ces activités, parce que je trouve ça important d'avoir des deux populations. Mais là, on s'est dit que ça va être plus acceptable de séparer les étudiants des collaborateurs, parce que c'est ouvert à tout le monde, pas que les enseignants. Et le premier atelier va être un peu similaire à ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça va être un atelier qui va parler de ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette éco-anxiété, et de vraiment veiller à ne pas pathologiser, est-ce que j'ai dit ça correctement? Je ne sais pas, mais de le normaliser pour beaucoup de personnes, sensibiliser sur le sujet, se poser des bonnes questions, comprendre ce que c'est et ce qu'ils peuvent ressentir. Et on va aussi définir les concepts, parler de l'état de l'art, etc. Et on va les orienter vers des solutions pour les mobiliser vers des dispositifs après. Alors, soit dans l'action, soit ils sont prêts à trouver des dispositifs qui vont les convenir et atténuer cette éco-anxiété s'ils ont constaté ça. Mais on veut surtout, pour la collectivité de GEM, amener, de contrer les effets néfastes de l'éco-anxiété, qui est le cynisme, l'immobilisme, le repli sur soi, et de vraiment permettre à nos étudiants et les collaborateurs à se relier à quelque chose de plus important, qui va aussi leur permettre d'atténuer ce sentiment, ou ces sentiments. Ça peut être la rage aussi, hein, éco-anxiété, c'est pas juste anxieuse, ça peut être plein de choses. Donc les ateliers, le premier atelier va être 1h30 à peu près, organisé comme ça. Ensuite, on va mettre en place les groupes de parole. Donc, c'est vraiment, on est en phase d'expérimentation. Donc, il y aura 3 groupes de parole, 3 séances de groupes de parole de 2 heures, où on va partager des connaissances, on va être dans des postures de bienveillance, de confidentialité. On va parler des outils, ils vont avoir des petits devoirs à faire à chaque séance. Et puis, on va essayer de faire un bilan sur l'efficacité. On va déjà voir si ça mobilise beaucoup d'étudiants ou plus des collaborateurs. Donc, on est encore en pleine expérimentation avec ce dispositif-là. Mais ce que je peux constater, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, et je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus, parce qu'on ne peut que gagner en mobilisation pour accélérer ce qu'on constate nous tous, que ça ne va pas assez vite. Voilà, je pense que j'ai assez expliqué ce qu'on fait en quelques minutes, mais je suis contente de répondre à vos questions ensuite, et puis on vous fera un retour si ça vous intéresse. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Des fois, les étudiants, vu que ce n'est pas obligatoire, des fois, ils ne sont pas au rendez-vous, hein, mais on espère que ça va mobiliser les personnes, et pas toujours les mêmes, hein. C'est ça aussi, on veut toucher les populations qui sont un peu différentes que ce qu'on a habituellement.
Merci beaucoup Jacqueline. On voit bien que, à la fois on est tous, on veut tous éviter cette tentation de pathologiser, hein, parce qu'on sent bien que c'est assez, tout à fait normal finalement d'éprouver, ces sentiments. D'ailleurs, ça me faisait penser au livre de Pierre Bourdieu sur, «Si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner». On sent bien qu'il y a quelque chose de ce registre-là, derrière, l'éco-anxiété. Et en même temps qu'on a effectivement des stratégies qui peuvent être plurielles, des stratégies déjà pour pas tomber justement dans le haut de la cloche que nous montrait tout à l'heure, Réa, et qui peut nous amener effectivement à une forme d'immobilisme, ou de cynisme par rapport à la situation, mais dont on va pouvoir rien faire collectivement. Et en même temps effectivement de créer des espaces, qui permettent effectivement différentes formes, d'engagement. Donc, Réa a écrit, un article sur justement comment, on peut y faire face à cette éco-anxiété, quelles peuvent être les différentes stratégies, pour y faire face. Et donc, Réa, je vais vous laisser la main pour justement nous présenter, ces stratégies qui sont directement liées à vos recherches. Super, merci. Merci beaucoup aux deux personnes avant. Ça me donne toujours espoir d'entendre parler de tous les programmes qui se font. Donc, juste un peu de contexte avant de partager mon écran. Ces stratégies ont été développées, comme je disais, en collaboration avec des collègues en sciences de l'éducation. Et ce qu'on entendait beaucoup et ce qu'on vivait aussi comme enseignante, c'est que, évidemment, les élèves sont un peu à différents endroits dans leur parcours environnemental, comme j'appelle. Donc, des fois, on va avoir des jeunes qui ont très peu d'informations, donc qui ne sont pas éco-anxieux parce qu'ils ne sont pas conscients. D'autres fois, on va en avoir qui sont peut-être un peu conscients, mais un peu blasés, comme on va dire ici. Et enfin, on en aura peut-être qui sont déjà très éco-anxieux, très conscients. Et donc, ça va être important comme éducateur de rester sensible un peu à où sont nos élèves sur ce continuum, parce qu'on va vouloir privilégier différentes stratégies selon cet endroit-là. Mais ce qu'on va aller voir ensemble, c'est une grande famille de 3 catégories de stratégies qu'on propose. Donc, allons voir ici. Encore une fois, je vous perds, donc si jamais il y a quelque chose, s'il vous plaît, interrompez-moi avec votre micro. Donc, ces 3 catégories de stratégies d'adaptation, on n'a pas réinventé la roue ici, c'est vraiment basé sur beaucoup de littérature en psychologie pour aider les gens à faire face à des stresseurs qui s'étendent sur le long terme et qui sont complexes. Donc, évidemment, ça s'applique à la crise climatique. Donc, il y aurait 3 catégories de stratégies et ce serait vraiment important d'intégrer les 3 catégories de stratégies quand on enseigne ou quand on parle des changements climatiques dans la salle de classe. L'ordre de ces stratégies va varier, je vais en dire quelques mots après, mais ce que je recommande aux enseignants, c'est vraiment, quand on développe nos leçons, d'aller voir concrètement, OK, est-ce que j'ai ma catégorie liée aux émotions, actions, significations, etc. Et l'autre chose que je mentionnerais, c'est vraiment l'importance du modelage de ces stratégies. Souvent, quand je commence à travailler avec les enseignants, je guide les enseignants à vivre eux-mêmes ces stratégies-là parce que souvent, on n'a jamais eu la chance peut-être de parler de nos émotions liées au climat. On n'a pas eu la chance de vraiment travailler là-dessus. Et quand on a une personne qui veut enseigner mais qui se sent peut-être dans l'urgence ou l'anxiété, c'est pas un bon modèle à transmettre pour des jeunes. Donc, gardez ceci en tête aussi. Ce sont des stratégies qu'on recommande pour les enseignants aussi. Dernier petit mot, vous voyez un lien ici en bas, c'est une petite affiche qui a été développée quand je travaillais au Centre climatique des Prairies. Donc, si vous voulez consulter, c'est un atlas climatique et vous avez accès à cette petite fiche. Ce que je fais moi en salle de classe, c'est que j'ai cette fiche sur le mur et quand les étudiants ont besoin d'activer une des stratégies, si c'est trop, on va décider ensemble de faire une de ces stratégies et c'est un bon visuel aussi pour les étudiants et les enseignants. Donc, allons voir les 3 différentes catégories de stratégies. On a d'abord la catégorie des stratégies axées sur l'émotion. Ici, c'est vraiment l'idée d'aller explorer, nommer, valider et normaliser nos émotions d'abord, et ensuite d'apprendre à les réguler pour qu'on soit dans un espace justement où on peut apprendre, on peut s'engager. Donc, souvent, quand on va mentionner les changements climatiques, nos émotions peuvent monter en flèche. Ici, l'idée, c'est de les explorer et de se ramener à un état où on peut être engagé. Donc, ici, vous voyez 4 exemples de stratégies avec quelques petits exemples concrets. Évidemment, il y a différentes façons de le faire. Pour la première étape, c'est vraiment d'aller, comme je disais, explorer, nommer, valider, normaliser. J'aime beaucoup l'activité d'une carte conceptuelle, par exemple, avec les jeunes. On peut avoir des journaux de bord, journal de réflexion, enseigner aux jeunes à porter attention aux sensations de leur corps.
visionner des témoignages de d'autres personnes qui s'inquiètent du climat. Très important de féliciter les élèves aussi pour leur courage et de développer ce soutien social dans la salle de classe. On peut intégrer des pratiques de la pleine conscience et de la méditation dans l'enseignement et encore mieux les combiner avec les pratiques de l'écothérapie ou les pratiques d'enseignement à l'extérieur. Donc, toute cette idée d'enseigner des exercices de respiration. Je suis désolée, je vais peut-être perdre ma voix, je me remets d'un rhume tranquillement. Des techniques de relaxation musculaire, des marches de pleine conscience à l'extérieur, encore mieux. Donc, évidemment, toute cette idée d'enseigner à l'extérieur, de faire des activités extérieures. J'ai mentionné ici l'exemple des raquettes, ça se porte peut-être moins bien en France, mais d'aller skier, faire des marches des 5 sens, des activités de personnification de la nature aussi pour rapprocher les gens. Souvent, ce que je fais, c'est que j'invite les élèves à aller interviewer une personne, on les appelle des personnes, mais un être de la nature, un arbre, un insecte, etc., à l'extérieur pour développer cette connexion aussi avec la nature. Et enfin, encourager l'équilibre de vie et les habitudes de vie saines, toute cette idée de résister un peu à cette société capitaliste, si on veut, donc d'instaurer ce climat en salle de classe. La deuxième catégorie, ce sont les stratégies axées sur l'action. Donc, excusez-moi. Donc ici, c'est toute l'idée en psychologie que quand on agit sur notre anxiété, ça va nous permettre de gérer cette anxiété-là. Évidemment, quand ça vient à la crise climatique, il faut le faire d'une façon différente qu'on le ferait pour d'autres stresseurs. Bien sûr, il faut d'abord offrir de l'information au sujet des changements climatiques. Beaucoup d'élèves n'ont pas assez d'informations, donc ils en ont besoin de plus pour ensuite être capables de décider quelles sont les actions qu'ils veulent prendre. J'ai mis un gros point d'exclamation rouge parce que souvent, on va utiliser un cadrage très négatif, décourageant, apocalyptique. Donc, toujours de se forcer d'utiliser un cadrage positif, optimiste, mais réaliste. Parce que si on présente une réalité de calinours, de bisounours, je crois, en France, à nos étudiants, ils ne sont pas fous non plus. Donc, ils vont savoir que c'est un petit peu irréaliste comme optimiste. De garder notre enseignement aussi axé sur les solutions. Oui, voici notre problème, mais voici toutes les solutions qui sont déjà mises en place. Voici toutes les personnes qui y travaillent déjà. Et évidemment, adapter l'information à l'âge des élèves. Très important de décomposer le problème et d'identifier des solutions concrètes. Donc, c'est toute cette idée de, si notre objectif est très général, on peut visualiser une échelle où il y a un barreau très haut, qu'on a de la difficulté à accéder, ça va être très difficile à atteindre. Donc, si notre objectif, c'est de devenir carboneutre du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Par contre, si on décompose le problème en petits barreaux sur l'échelle, on va être capable de la grimper un petit barreau à la fois. Donc, d'inviter les élèves à faire des recherches sur les solutions, identifier des solutions qui sont réalisables et concrètes pour rehausser ce sentiment d'efficacité à la fois personnel et collectif. D'encourager les actions locales, individuelles et collectives. Locales, c'est l'idée qu'on puisse voir concrètement les retombées de nos actions, un peu comme c'était mentionné avec le programme de carbone scolaire. D'offrir du temps pour que les élèves puissent identifier et mettre en action des actions personnelles, faire des défis personnels, collectifs, et tout en reconnaissant ses limites. Donc souvent, les élèves vont vouloir tout faire du jour au lendemain, mais vraiment d'apprivoiser cette philosophie que à quoi bon si on est brûlé? On n'est pas bon pour la cause, on ne peut pas s'engager. Donc, de vraiment trouver son morceau du casse-tête. Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Excuse-moi. Et de reconnaître que c'est correct pour le moment, que ce soit ça mon morceau du casse-tête, et que c'est mieux que je puisse m'engager avec ce petit morceau que de ne pas du tout m'engager. Donc, vraiment travailler cette philosophie-là. Et enfin, l'action que je trouve qui a beaucoup d'impact et qui vaut vraiment la peine de faire, c'est d'encourager les élèves à avoir des conversations au sujet du climat. Évidemment, ces conversations peuvent être difficiles à avoir, donc il y a beaucoup de guides de conversation qui existent. J'ai quelques ressources à la fin de cette présentation aussi, d'offrir du temps pour qu'ils se pratiquent à avoir ces conversations. Au Canada, les données récentes suggèrent qu'il y a vraiment juste 20% des Canadiens qui rapportent parler des changements climatiques dans leurs relations avec leur famille, les amis, etc.
beaucoup d'entre nous, on est d'avis que tant et aussi longtemps que cette norme sociale ne changera pas, ce ne sera pas normal pour les gens de se soucier de l'environnement, de se soucier de participer à des actions collectives, etc. Donc, souvent, quand les élèves ont une conversation avec leur famille, ils voient que déjà, ils ont impacté 2, 3, 4, 5 autres personnes. Enfin, il y a les stratégies axées sur la signification. C'est la famille de stratégie la plus importante, je dirais, et la famille qui est la plus difficile à faire. Donc, il faut vraiment travailler consciemment et proactivement dans sa propre vie et avec ses élèves. Ici, c'est toute l'idée qu'il faut trouver un différent sens, un sens positif à ce qui se passe, à la crise climatique, et trouver un peu des émotions positives qui vont nous motiver. On sait très bien en psychologie que la motivation sur le long terme va seulement durer si on est motivé par des émotions qui nous apportent un certain bien-être. On va être motivé par de la joie, par un désir d'apprendre, par une curiosité. Mais la culpabilité, la frustration, tout ça, ça ne va pas nous motiver à long terme et on risque de se désengager. Donc, c'est toute cette idée de trouver un sens positif et de cultiver nos émotions positives. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut aider les jeunes à trouver un différent cadrage. Souvent, on entend que c'est une belle occasion de bâtir un monde meilleur. On peut intégrer des pratiques de gratitude dans nos salles de classe. On peut offrir un espace aux élèves pour réimaginer et rêver l'avenir. Donc, c'est toute cette idée. Encore une fois, si notre objectif n'est pas concret, ça va être difficile pour nous d'être motivés, mais aussi d'inviter d'autres à prendre part à cet objectif. Donc, le défi que je donne aux élèves et aux enseignants, c'est d'être capable de décrire ce monde positif que vous voulez construire de façon très concrète, en utilisant tous les sens. Qu'est-ce que vous voyez dans cet avenir? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pouvez toucher, etc. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de raconter cette histoire et d'inviter les gens à prendre part à cette magnifique vision concrète, ce sera vraiment difficile de motiver les gens. Ensuite, on peut faire des projets d'art, par exemple, pour visualiser et partager cette vision. Très important aussi de rechercher des exemples positifs de personnes et initiatives qui existent déjà. Malheureusement, dans les médias, on va avoir un biais envers tout ce qui est problématique, tout ce qui se passe mal, mais en fait, il existe autant de belles choses qui se passent, c'est qu'on n'en entend juste pas parler. Donc, de renverser un peu ce déséquilibre, ça aide énormément. Et enfin, de guider les élèves à développer leur récit personnel lié au climat et à les inviter à le partager à leurs proches. Donc, le récit, storytelling en anglais, c'est toute cette idée que c'est comme ça qu'on fonctionne comme être humain, c'est comme ça qu'on va ressentir les émotions, qu'on va se sentir interpellé, qu'on va se sentir connecté à d'autres, qu'on va développer un sens de communauté. Donc, de faire des ateliers sur le long terme pour que les élèves puissent identifier leurs morceaux du casse-tête. Donc, quelles sont leurs forces, leurs intérêts et leurs motivations pour s'engager et de réévaluer ce morceau de casse-tête à tout bout de champ. Les faire réfléchir à un moment critique qui a déclenché leur intérêt pour la crise et les aider à partager cette vision. Un petit mot de la fin. Donc, comme je mentionnais, l'ordre d'implantation de ces stratégies est variable. Si on commence avec un public qui est plutôt novice, par exemple, on va peut-être plutôt combiner de l'information parce que souvent on entend des jeunes, mais on ne comprend pas trop c'est quoi la crise, par où commencer. Mais aussitôt qu'on va donner de l'information, il faut absolument combiner avec des techniques de gestion des émotions. Pour le public plus avancé, souvent ces personnes-là vont avoir l'information, vont déjà avoir réfléchi à leurs émotions, auront besoin d'aller chercher la famille de stratégies axées sur le sens. Enfin, il faut se questionner aussi sur nos approches pédagogiques. Toute cette question de devoir enseigner autrement, de devoir partager la responsabilité avec les enseignants, partager le pouvoir avec les élèves, de sortir à l'extérieur, de tisser des liens avec la communauté, d'aider les élèves à se reconnecter à l'environnement, à la nature. Et enfin, pour les éducateurs, évidemment, l'importance d'un réseau de soutien pour nous-mêmes, parce que d'enseigner au sujet des changements climatiques, ça doit être durable pour nous aussi sur le long terme. Donc, je vais arrêter ici avant de perdre la voix complètement. Merci.
Merci beaucoup Réa pour tous ces éclairages qui ont recroisé aussi certains éléments qui avaient de discussion dans le chat, ne serait-ce que le bienfait d'aller faire un cours en pleine nature, par exemple, ce qui est effectivement encore assez rare, ne serait-ce qu'à Gênes, par exemple. On passe vraiment à la partie discussion. L'enjeu pour nous, c'était vraiment qu'on ait quand même un bon moment de discussion tous ensemble ce soir, après avoir posé ces premiers éléments. Alors avant vraiment de me ressaisir des questions qui ont déjà pu surgir dans le chat et de nouvelles qui pourraient apparaître, peut-être demander à Benjamin et Lisa si jamais ils ont déjà un rebond, est-ce que ça a répondu un peu à certaines de leurs questions? Et peut-être est-ce qu'il y a des questions aussi nouvelles qui ont émergé suite à ce que vous avez entendu? Vous m'entendez? Allô? Alors, s'il n'y a pas forcément de rebond de la part de Lisa euh, et de Benjamin, Moi, je voulais juste aussi je voulais juste rebondir si rapidement. Je pense qu'on est plutôt raccord en fait. Je crois que ce que j'ai apprécié dans la dernière présentation, c'est qu'on a la recette là. On a la recette et on a les éléments qui permettent de, d'avoir une approche positive, émotionnelle. Et je retiens que je préfère le terme à Réa, vous allez peut-être me contredire, mais d'éco-émotion que de éco-anxiété. Ce que vous avez dit, non? moi, ce que Oui. j'ai quand même aussi beaucoup retenu, c'est l'importance d'adopter les étiquettes qui nous conviennent. C'est sûr qu'on a pris ce vocable d'éco-anxiété parce que ça nous semblait la porte d'entrée la plus simple pour essayer de se saisir de ces questions, mais on voit que c'est pas forcément celle dans laquelle on va tous se retrouver, mais qu'en tout cas, il y a des choses à œuvrer derrière cette vaste famille qu'on peut appeler éco-anxiété, éco-émotion, solstalgie peut-être, on n'avait pas évoqué le terme ce soir, mais qui est en tout cas quelque chose qui se joue individuellement et collectivement derrière ça. Alors, je vois qu'il y a Lida, je ne sais pas si vous souhaitiez reprendre la parole avant que je la donne à nos participants. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'a pas du tout et ça donne un peu d'espoir quant à la suite. Et non, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais écouter le débat et la discussion avec un grand intérêt. Alors, je vois qu'on a une première personne qui souhaiterait prendre la parole en direct, qui s'appelle Didier de Hémosphère. Didier, je vous laisse la main pour votre question ou remarque. Je vous remercie et bonsoir à tout le monde. Alors, je vous ai écouté avec une très grande attention et je suis président d'une association en fait. Et ça fait donc 5 ans que je travaille exclusivement sur les problèmes d'éco-anxiété et sur l'intégration en fait de notre jeunesse à leur système, à leur futur. Alors, à travers toutes ces questions, finalement, nous, on a développé certaines stratégies et je suis un petit peu étonné, mais vous me corrigerez sûrement, je suis étonné parfois qu'on ne tienne pas suffisamment compte d'un autre vecteur émotionnel qui est primordial et qu'on oublie énormément, c'est qu'une connexion, une reconnexion avec la nature va faire se soulever de nouvelles possibilités d'espoir et un nouvel imaginaire. Et je pense que pour nos jeunes, je vais vous dire quelque chose d'une manière un peu brutale. Je crois que nous, les anciens, il faut arrêter de dire aux jeunes comment eux doivent fonctionner dans leur futur avec les éléments de notre récit. Il faudrait réussir à les laisser réinventer leur récit. Donc, leur donner les moyens de s'apprécier, les moyens d'avoir des échanges bienveillants, leur faire comprendre ce que c'est une reconnaissance positive, contextuelle, qu'ils ont peut-être vécu dans des reconnaissances négatives, encore pire, sans contexte, etc., etc.
Alors ça, c'est le premier point, à mon avis. Et je pense qu'un deuxième point, c'est comment dire, pour que ces enfants, nos enfants finalement, puissent se construire un peu vierges de nos anciens récits, mais par contre avec des paramètres vivants que nous-mêmes on a oubliés, qu'on a fini par abandonner. Il faut les réintégrer, les immerger dans la nature avec du temps. Le temps peut paraître anodin, mais du temps avec la nature, ça fait reprendre conscience, ça fait redonner, renaître un sens de la vie. Et je pense que c'est surtout sur ces problématiques, à mon avis, je pense que tout le monde fait un très bon travail et on est peut-être, sans doute même très complémentaires. Mais je crois que la première chose pour éviter une anxiété, en fait, aux enfants, c'est de leur faire reprendre ce souffle vivant en immersion dans la nature avec juste des informations scientifiques. Donc, on amène quelque chose de très concret et de les laisser, entre guillemets, jouer. Ils vont inventer un monde, ils vont créer quelque chose et ils vont avoir le droit de se tromper. Et ils vont chercher des solutions dans une intelligence collective qui les guidera vers leurs inventions, leur avenir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais synthétiser. Alors, voilà, j'aimerais vous entendre par rapport à tout ça. Alors, Merci si beaucoup. je peux me permettre un rebond pour synthétiser, on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, il y a de plus en plus de travaux de biomimétisme, de travaux qui sont justement sur comment on pense comme un arbre, comment on s'inspire finalement et surtout on se connecte en fait à la nature, qui sont assez fondamentales pour réviser nos manières d'être en relation dans le monde et pas simplement entre humains. Donc, j'ai l'impression que c'est un premier grand champ de questionnement qui se pose ici. Il y a un autre grand champ, je pense qu'il y a un champ aussi plus politique qu'on a peut-être moins abordé, que je mets sur la table. Je propose peut-être que ceux qui veulent se saisir de cette première question s'en saisissent. Et puis ensuite, on a une autre personne qui voulait intervenir auquel on donnera la parole. Je vais peut-être rebondir brièvement là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, Didier. Merci beaucoup d'avoir ajouté cet élément. Ici, au Canada, on va beaucoup parler aussi du croisement des savoirs autochtones. Donc, toute cette idée, et quand j'aborde la psychologie des changements climatiques, un de mes objectifs, c'est vraiment d'aider les élèves à prendre conscience qu'on est arrivé où on en est à cause d'un système de valeurs. C'est pas le hasard pur qui a fait qu'on en est ici. Et donc, on va beaucoup aborder cette transition de vision du monde de valeurs. Et je trouve que ça, en soi, ça donne beaucoup espoir aux jeunes. Et quand on prend conscience de nos valeurs, on prend conscience qu'on a aussi le pouvoir et le contrôle de transitionner vers un autre système de valeurs. Donc, on va beaucoup parler de la transition de l'anthropocentrisme à plutôt l'écocentrisme ou aux valeurs autochtones et bien sûr et certain de travailler sur cette connexion avec la nature. Ce qui peut être intéressant pour les jeunes, c'est que quand ils n'ont pas cette connexion, ils sont peut-être moins conscients des problèmes et quand ils vont développer cette connexion, ils vont peut-être être plus à risque de vivre des émotions plus difficiles, mais qui est une bonne chose parce que en soi, il faut revenir à cette connexion. Donc, merci beaucoup, Didier, d'avoir mentionné ça. Mm-hmm. Il n'y a pas forcément d'autres rebonds sur sur le premier champ d'interrogation. Peut-être j'avais une question, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui, bien sûr, c'est à vous. Prenez la main. Merci. Corinne Bord, Léo Lagrange. Je m'interrogeais sur une question, puisque l'éducation, c'est un champ partagé. Et donc, comment vous organisez le partage? C'est-à-dire que c'est bien de parler des élèves, option éducation, enseignement, mais comment ce partage se fait avec les familles, qui sont un autre lieu d'éducation, où les intervenants, comme nous, Léo Lagrange, qui interviennent sur d'autres temps de la vie et toujours dans une démarche, et comment s'organise la cohérence entre les différents espaces et les différents intervenants, et comment ça se partage, parce que
le jeune, l'élève peut avoir des sujets qu'il exprime en cours avec la gestion et à la fois de l'émotionnel et du rationnel, mais comment ça va jusque sa famille et son lien hors temps scolaire et surtout ses temps de la vie. Voilà, c'était mon... Est-ce qu'il y a une communauté qui s'organise? Comment se fait le partage? Comment ça s'imagine? Merci. Réa, je pense que c'est peut-être une question pour vous, savoir si vous avez exploré au-delà du binôme enseignant-étudiant dans vos recherches ou dans les recherches peut-être de vos collègues. C'est une très bonne question. Je serais peut-être curieuse aussi d'entendre parler de l'expérience de carbone scolaire. En fait, ici, je vous avoue que je suis en début de mes expériences avec sortir un peu de la salle de classe. Et j'ai toujours pris plutôt la perspective de travailler avec l'élève et la façon dont l'élève va le vivre et dont l'élève va rapporter comment ça s'est passé, la conversation avec sa famille, etc. Ça, c'est probablement un biais qui vient de mon domaine en psychologie où on accepte qu'on ne peut pas contrôler les acteurs dans la vie de la personne avec qui on travaille, mais qu'on peut absolument contrôler et travailler avec la personne, son expérience, sa vision de comment les conversations et les relations se passent, etc. Donc, malheureusement, j'ai peut-être pas assez d'éléments à apporter pour répondre à cette question. Une des choses qu'on fait beaucoup avec les jeunes, c'est beaucoup d'ateliers de développement de compétences communicationnelles, par exemple. Donc, toute cette compétence de comment parler de comment on se sent, comment parler de nos besoins, etc., aux gens qui nous entourent. On va aussi développer des compétences d'écoute active, de compétences de trouver un terrain commun avec les gens avec qui on discute. Donc, tout ce qui est vraiment retrouvé dans les guides de conversation sur le climat. Sandrine, j'imagine que c'est un rebond directement par rapport à la conversation. Je vous propose du coup qu'on aille sur ça et ensuite qu'on donne la parole à Maxime qui l'a demandé depuis un petit bout de temps. Oui, tout à fait. Je vais être assez rapide. Non, c'était juste par rapport à la question de Corinne. En tous les cas, dans le programme carbone scolaire, effectivement, on est sur cette triangulaire entre l'école, l'éducation nationale, l'enfant et les parents qui sont complètement associés. Puisque les défis réalisés se font bien en famille. C'est des discussions et des nouvelles habitudes de vie qui vont devoir, en tous les cas, si les défis sont choisis, c'est aussi un engagement au niveau de la famille. Et c'est ce qui nous a particulièrement intéressés, en tous les cas, sur ce programme carbone scolaire. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Maxime, si vous voulez prendre la main. Bonjour, oui, merci. De mon côté, d'abord, je commence par remercier les interventions de ce soir. C'était vraiment intéressant d'avoir des retours à la fois théoriques et pratiques sur ce qui a été mis en place, surtout à GEM. Ma question et mon point, c'est pour... je vais partir en fait d'un message du chat de Benjamin qui part du constat de la rupture entre les attentes des étudiants et des étudiantes concernant les questions écologiques, etc., et leurs établissements d'enseignement supérieur. C'est un point qui est hyper important et qui n'a pas été trop abordé ce soir. C'est que l'éco-anxiété, en fait, est renforcée lorsque les jeunes, notamment, constatent l'inaction des personnes qui prennent des décisions à leur place, donc les responsables d'enseignement, les responsables politiques, leurs parents, etc. En fait, dans l'éco-anxiété, il y a une vraie dimension de défiance envers les personnes qui sont au pouvoir. Et je me posais la question, comment une école de management comme GEM va beaucoup plus loin, en fait, et transforme ses programmes en lien avec cette question écologique. Alors, je sais qu'il y a des programmes qui ont été mis en place dans d'autres écoles. Il y a un livre aussi qui a été publié récemment, dirigé par Nathalie Lallemand-Stenpak sur l'avenir des écoles de gestion en lien avec les transitions écologiques. Et moi, je me demandais qu'est-ce qui va être mis en place après pour aller encore plus loin et pour peut-être allier la question de gestion de la crise écologique à des critiques politiques et économiques qu'on peut adresser aujourd'hui aux écoles de management. Voilà, désolé, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être un peu trop brut de décoffrage comme question, mais je crois que c'est nécessaire de l'aborder. Voilà. Merci.
Je prendrais bien un tout petit peu la main parce que je pense que la question, elle est quand même au cœur des enjeux, hein. Donc je pense que c'est une excellente question et c'est une question qui, aujourd'hui, je pense, traverse, l'ensemble d'une école comme GEM et sans doute aussi d'autres écoles. Parce qu'on voit bien, il y a quand même tout un corps enseignant qui est, bien conscient, je pense, des enjeux, qui est lui-même, sans doute se qualifierait d'éco-anxieux, et qui en même temps, se dit: «Bah, il faut transformer de manière générale». Donc on a fait des petits pas au départ. Là, on se dit: «Il faut faire vraiment des grands pas», donc d'où par exemple le module ST101 maintenant qui, à GEM est sur 4000 étudiants pour dire: «Bah, en fait, ça ne doit pas rester un élément de parcours, mais ça doit être quelque chose qui touche tous nos enseignements». Et aujourd'hui, en fait, on a une coordination d'ensemble sur les enjeux de soutenabilité pour dire comment la soutenabilité, ça se transforme à tous les niveaux, que ce soit sur la finance, sur le marketing, sur l'économie, et cetera. Alors, une fois que j'ai dit ça, on peut se dire, bah, c'est bien, c'est formidable, c'est vers là où il faut aller. Et en même temps, on voit que c'est pas simple. C'est pas simple parce que derrière, je pense que ça pose une question qui est quand même une question aussi très politique, qui est qu'est-ce qu'on met derrière soutenabilité? Et c'est un des enjeux dont il est difficile de se résoudre aujourd'hui. Comment on arrive à avancer collectivement sur la soutenabilité en n'ayant pas une forme de compromis qui soit complètement mou et qui du coup ne fasse pas vraiment avancer et en même temps en embarquant quand même tout le monde dans la démarche. Et donc je pense qu'on est quand même pris aujourd'hui dans ces contradictions au sens où on a des grands pas qui sont comme par exemple ce module soutenabilité qui est une vraie avancée par exemple pour Gênes. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles, on a encore à progresser collectivement pour se dire comment on y va, sans être effectivement sur des choses qui peuvent paraître en deçà, en quelque sorte, des enjeux. Voilà, je me suis permis en tant qu'enseignante de me saisir, un peu directement de cette question, mais qui, je pense, me traverse et traverse quand même beaucoup de collègues. Et après, je laisse bien évidemment la main peut-être à Jacqueline ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément de GEM, si vous avez aussi un rebond, sur cette question, mais qui me paraît en fait très importante. Parce que, j'en profite du coup pour amener un élément supplémentaire et dont Réa pourra peut-être se ressaisir. Je me disais: «Bon, les émotions, trop, accentuées nuisent à l'engagement, mais dans quelle mesure l'engagement jouit, en la contraposée va permettre justement de réguler les émotions?» Et je me posais un peu la question de la contraposée, parce que peut-être que c'est aussi ça le point de départ en quelque sorte, c'est de repartir aussi de l'engagement. Tu voulais que Jacqueline? j'intervienne ou Réa? Je n'ai pas compris en fait qui devait passer en premier. C'est celle qui veut prendre la parole en premier, donc Jacqueline, Bah, je te moi, je laisse vais la le faire main. parce que je vais être obligée de vous quitter, mais tu as très bien résumé la situation que Maxime a évoquée à juste titre. Je pense qu'il y a une vraie volonté de transformation. On met en place beaucoup d'outils, on a des pas en avant, on a aussi beaucoup de moments de recul aussi, hein. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est que toutes les personnes, que ça soit les enseignants principalement, mais aussi des collaborateurs et surtout les étudiants, heu, se sentent responsabilisés dans le processus, qu'ils ont quelque chose à apporter. Et on n'est pas tous sur la même page, pour ça et ce travail collectif est lent, c'est chaotique, mais c'est bien enclenché comme, Fiona, vient de dire, hein, mais ça fait longtemps qu'on y travaille, hein, avec, collectivement, hein, sur le sujet. Mais il y a une accélération qui doit s'opérer et je pense que ça va être génératrice aussi, en plus de tout ce qui se passe, de beaucoup d'anxiété, hein, donc on peut le qualifier, beaucoup d'émotions, hein, c'est bien que Réa nous a bien encadrés avec ça. Moi aussi, je préfère ça parce que c'est pas que l'anxiété, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont associées avec ce processus, hein, de changement, qui est très compliqué. En tout cas, Merci. merci pour la question, c'est important. Ça apporte, de l'accélération au processus aussi. L'important, c'est aussi qu'on arrive à y apporter, encore plus de réponses. Réa, peut-être je vous laisse la main. Je vous avais tendu, effectivement cette question sur le lien engagement-émotion. Heu, Absolument, merci. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est toute cette idée
de garder un peu les répercussions de nos actions concrètes et locales. Donc, par exemple, dans nos écoles, qu'est-ce qu'on voit comme changement? Et ces changements-là peuvent ensuite nourrir de la motivation, des émotions positives, apaiser l'anxiété des élèves, qui va ensuite leur permettre de s'engager. Donc, tout est vraiment une boucle. Puis, c'est un peu ces répercussions concrètes que j'essaie d'illustrer aussi pour les élèves, pour qu'ils voient à quel point leurs petites actions, même si elles peuvent sembler petites, ont un impact sur quelqu'un d'autre et qui peuvent nourrir en retour leur sentiment d'espoir, etc. Donc, tout est absolument lié. Peut-être un petit mot pour les personnes qui sont dans des structures, dans des organisations où on peut plus difficilement voir nos impacts. Le meilleur prédicteur de si on s'engage ou non dans des changements collectifs comme ça, c'est est-ce qu'on a l'impression que nous, on a un morceau concret à jouer dans le collectif? Donc, quel est mon rôle concret dans ce collectif? C'est le meilleur prédicteur de si une personne va s'y engager. Donc, juste une invitation à penser à nos rôles et aux étudiants aussi, les inviter à penser à leur rôle concret dans les différentes structures et systèmes qu'ils occupent et leur demander est-ce qu'ils ont une vision concrète de ce qu'ils pourraient apporter à ce qui est de besoin. Et c'est là où on revient à réfléchir à nos forces, nos rôles, les outils qu'on a pour agir, etc. Merci beaucoup pour cette réponse, Réa. Je vois qu'il y a Thibaut qui lève la main. Thibaut, si tu veux prendre la parole. Et bonjour à tous. Je réagissais justement sur les discussions. Là, je vois aussi une question de Elena Borda qui demande est-ce qu'on a des enseignements sur l'environnement à GEM. Donc moi, je suis professeur à GEM aussi. Et donc, je voulais juste réagir là-dessus sous le contrôle de Jacqueline. Mais en fait, depuis maintenant 3 ans, on accélère hein, sur les cours obligatoires sur les questions environnementales à GEM. Et donc, par exemple, pour vous, là, si on considère la grande école, donc les étudiants qui sont qui font à partir après le bac plus 2, hein, donc qui sont chez nous entre le bac plus 2 et le bac plus 5. En fait, il y a 2 choses qui se passent. Il y a les cours obligatoires vraiment de spécialité sur les questions développement durable, environnement. Donc, Fiona elle a parlé du ST101, là, donc c'est un cours qui a lieu en première année et qui qui est un cours de 20 heures sur les enjeux de durabilité. Et on couvre bien les thèmes qu'a listé tout à l'heure Benjamin là. Et puis, en dernière année, ils vont avoir aussi un cours qui s'appelait Transformation de l'entreprise et qui, à partir de la rentrée prochaine, ce sera Transformation de l'entreprise dans un monde bas carbone. Et après, donc il y a les cours comme ça qui sont vraiment dédiés aux enjeux. Et puis, ce qui se passe aussi maintenant, c'est qu'on a plein de cours qui étaient des cours traditionnels et qui s'appliquent sur des enjeux de durabilité. Donc, par exemple, le cours de management de l'innovation de 2e année, qui est un cours de 24 heures. Depuis 3 ans, c'est un cours de management de l'innovation face aux enjeux de société de transition, etc. Donc voilà, on va faire toute la liste comme ça. Donc ça, c'est des cours un peu obligatoires. Puis après, il y a plein de cours optionnels en fait en 2e et 3e année. Les étudiants ils peuvent choisir des options. Donc là aussi, il y a du choix, etc. Après, ce que je voulais juste nuancer aussi, c'est que en fait, j'aime aussi, ça reflète l'état de notre société. Et l'état de notre société, c'est pas une société où, comme on l'a bien dit, où 100% des gens sont convaincus qu'il y a une urgence climatique, etc. Et donc nos élèves aussi, ils sont dans cet esprit-là, et nos professeurs, etc. Donc quand on avance comme ça, hein, ça fait des années qu'on travaille avec Jacqueline, c'est aussi compliqué parce qu'on n'est pas soudés, unis, etc. Donc même la population étudiante, hein, on aurait tort de penser que tous les étudiants ils veulent ça, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, par exemple, on a refait le test en première année avec le cours donc de ce qu'on vient de dire, là, le ST101. Et quand on fait on avait 700 étudiants, quand on fait des sondages au début, on voit que c'est pas non plus tous les étudiants qui sont prêts à s'engager très fortement sur ces questions-là, hein. Donc voilà, c'est juste pour rappeler ça aussi, hein. Et je crois que l'étudiante, elle l'a bien témoigné aussi, c'est dur de se sentir très concerné par un enjeu dans un collectif qui, lui, n'a pas l'air d'être très concerné, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire que le monde était compliqué aussi, quoi. Voilà. Merci Thibaut, ça fait largement écho à la réaction qu'avait Lisa justement dans le chat, qui disait qu'une partie aussi des camarades étaient sur une posture qui pouvait être du déni, que du coup c'était pas forcément évident aussi de savoir comment on fait bouger les choses du côté étudiant en fait. Ce que je vois qu'il nous reste à peine 4 minutes, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne simplement
qu'on donne la main simplement à Antoine Douce, qui était la dernière personne qui avait levé la main. Et puis ensuite, j'aurai un tout petit temps de conclusion, notamment pour vous parler des prochains rendez-vous de la transition. Et ce sera terminé pour ce premier temps de réflexion commun sur l'éco-anxiété. Antoine, je vous laisse la main. Alors par contre, on ne vous entend pas. Je pense qu'il faut que vous activiez votre micro. Exact. Bonsoir. Quelques échos à partir de l'endroit d'où je parle. J'anime un atelier de reconnexion à la nature, un atelier expérimental, et je suis très réjoui de la manière dont la question a été traitée, tant au niveau du sensible qu'au niveau des possibilités d'élever le niveau de conscience des uns et des autres. Ce que je constate dans les ateliers, c'est que le fait, comme le dit Didier, d'établir une relation à la nature est extrêmement fécond et interpelle notre relation à la vie d'une manière profonde. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en miroir, cette relation à la nature interpelle la relation à notre propre nature et nous interpelle dans la confiance possible qu'on peut avoir dans cette reliance renouvelée avec ce qui est notre origine et ce en quoi nous sommes immergés depuis le premier moment. Et on n'a pas parlé, alors Maxime en a parlé un peu de la défiance envers tous, envers le progrès, envers les institutions, mais je passerai de la défiance à la confiance et je rappellerai un terme qui est pas mal utilisé au Québec, c'est l'empuissancement. Je trouve que la relation à la nature est une opportunité formidable de renouer, de recontacter notre empuissancement personnel dans une pacification de notre relation à la nature, dans l'idée de regagner notre capacité d'action, et nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas, de renouveler et d'enrichir et de consolider notre confiance dans l'avenir. C'est un peu impertinent d'en parler aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, mais avons-nous le choix, d'autres choix que de confirmer notre confiance dans l'avenir? En tout cas, c'est extrêmement moteur au niveau de l'action. Donc, pour moi, pour ceux qui pratiquent l'atelier, je trouve que la relation à la nature est extrêmement encourageante pour peut-être redonner le goût de l'action et avoir à nouveau l'espoir et peut-être la confiance envers, parler d'innovation, envers des innovations plus responsables pour demain. Voilà. Merci beaucoup Antoine, qui avait très bien conclu finalement notre temps et qui fait très écho au rendez-vous qu'on avait organisé précédemment en novembre, que vous pourrez aussi retrouver en ligne, où on avait donné la parole en fait au peuple Arauco du Sierra Nevada, pour nous parler justement de comment eux voyaient la question du bien vivre et notamment dans cette question de la reliance en fait avec le tout et avec les différents niveaux. Donc vous voyez que ces rendez-vous de la transition, ils nous permettent finalement de progresser sur ces enjeux de soutenabilité par différents angles en quelque sorte. Et donc pour conclure, je voulais simplement vous inviter aux 2 prochains rendez-vous. Alors bien évidemment pour certains ce sera plus compliqué puisque les 2 prochains seront en présentiel. Prochain rendez-vous déjà le 30 mars à 18h, de 18h à 19h30, qui sera sur la question de la qualité de l'air et notamment de la capacité d'un collectif à agir sur un sujet aussi complexe. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu en présentiel. Je vous remets les horaires exacts dans le chat pour que vous puissiez tous directement bloquer la date si jamais l'événement vous intéresse. Et puis, on en aura également un autre qui sera aussi en présentiel et qui sera là pas à Grenoble mais à Lyon sur la pérennisation du travail à distance et le retour au bureau avec les enjeux managériaux, territoriaux que ça pose. Mais on voit bien que là-dessus, ça pose aussi quand même des questions fortes en termes de reliance. Un grand merci en tout cas à tous nos intervenants et intervenantes, à tous les participants pour cette discussion très riche. On a réussi à tenir le timing et on voit bien qu'ici on en est à un début finalement de ces réflexions, mais en tout cas qui ont été bien nourries par l'ensemble des apports, que ce soit ceux des intervenants ou des participants. Donc vraiment un grand merci à toutes et à tous et une très bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour l'organisation aussi.
Bonne soirée. Merci Réa, c'était Merci, très, très Réa. riche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Benjamin, Sandrine, Didier, enfin tous ceux que je vois apparaître à l'écran. Merci à vous et bien contente Merci, d'avoir été Benjamin. un bonne peu avec soirée le à vous. Québec ce soir aussi. C'est l'avantage des rendez-vous en ligne. On peut bénéficier Ouais. des apports outre-Atlantique. Merci. Bonne soirée. Merci.